Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Devenue une personnalité influente et engagée du paysage médiatique et militant français, mon invitée du jour est journaliste, autrice, éditorialiste et réalisatrice. Elle invite les femmes à ne pas rester à leur place. Elle est connue pour son franc-parler, mais surtout et avant toute chose pour son engagement féministe. Sans plus tarder, rejoignons mon invitée, Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya. Bonjour. Rokhaya, merci beaucoup d'être sur le plateau de Femmes de légende aujourd'hui. Merci pour votre invitation. On est ravis de vous recevoir. Alors Rokhaya, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice, vous êtes militante féministe et antiraciste, vous êtes aussi éditorialiste. On va parler de tout ça, mais avant d'en parler, de parler notamment de vos engagements, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu dans vos jeunes années des figures d'identification, notamment féminines, qui ont peut-être contribué à faire la femme que vous êtes devenue ? C'est vrai que souvent, quand on demande à des femmes quelles figures les ont inspirées dans leur jeunesse, elles ont tendance à évoquer, en tout cas de manière générale, on a tendance à évoquer des figures assez lointaines. Pour ce qui me concerne, c'était vraiment la figure la plus immédiate qui était ma mère, qui m'a élevée, qui est une femme immigrée, qui est venue de Dakar à Paris dans les années 1970 et que j'ai vu en fait construire sa vie avec ses enfants en France, avec mon père évidemment. Donc ouais, elle m'a toujours inspirée parce qu'on ne se rend jamais vraiment compte du fait que immigrer, c'est une vraie entreprise entrepreneuriale et partir d'un pays qui n'est pas le sien, enfin partir d'un pays, de son pays pour arriver dans un pays qui n'est pas le sien et tout construire, c'est un projet très motivant. Donc moi, je l'ai vu faire et ça m'a beaucoup inspirée. C'est intéressant la notion de... C'est vrai que c'est un projet entrepreneurial parce qu'on part d'une page blanche, il y a tout à construire. Absolument. Ouais, on n'est pas forcément bienvenu et puis ça demande des qualités, des dispositions particulières. En réalité, dans un pays, y compris dans un pays pauvre, le pourcentage de personnes qui partent pour s'établir ailleurs est très très minime. Donc les personnes qu'on voit qui arrivent, ce sont des personnes qui ont des dispositions d'esprit vraiment singulières. Alors vous êtes parvenu à vous imposer comme une voix qui compte dans le paysage médiatique français et on sait que vous avez un certain franc-parler. La question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vous vient cette liberté de ton ? Est-ce que ça a toujours été là ? Est-ce que vous l'avez construit au fur et à mesure des expériences ? Disons que c'est toujours particulier pour moi d'entendre mon rôle dans le débat public français décrit de cette manière parce que je ne ressens pas forcément les choses de l'intérieur comme cela. J'ai toujours été quelqu'un d'assez discret, une personne assez discrète, plutôt réservée. Donc je pense que ce qui m'a vraiment donné envie de formuler les choses, c'est le sentiment que ces choses n'étaient pas dites aux endroits où j'avais envie de les entendre. Et que j'ai toujours été quelqu'un d'assez, pour le coup, d'assez direct, malgré le fait que je ne suis pas forcément quelqu'un qui soit très expansif, en tout cas qui me rende très visible dans des assistances où il y a du monde. En revanche, j'ai toujours eu à cœur de dire les choses très précisément, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée, même dans les relations que je peux développer. J'aime toujours en fait avancer dans les relations de manière assez honnête et franche. Donc je crois que c'est une caractéristique que j'applique en fait, qui est très visible en fait dans mon expression publique. Puis au-delà de ça, moi j'aime bien dire que c'est l'émission des femmes qui suivent leur voix et qui font porter leur voix, VOIX. Vous avez quand même une certaine aisance sur la prise de parole. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu de votre maman, de votre entourage, que vous avez appris, ou bien c'est la nécessité qui a fait que c'est devenu un vecteur comme un autre pour vous ? Je pense que si cette nécessité ne s'était pas présentée, je n'aurais jamais eu l'opportunité de mesurer mes compétences par rapport à la prise de parole en public. Comme je vous l'ai dit, j'étais plutôt une ado, une enfant assez timide, qui ne prenait jamais la parole en classe, qui était plutôt à l'aise dans la lecture et dans l'écrit. Mais au moment où j'ai voulu dire des choses, les choses sont venues et j'ai tendance à croire que quand j'ai envie d'exprimer quelque chose, en particulier quand c'est un thème qui me tient à cœur et donc je sais qu'il est très peu évoqué, je suis habitée. Mais ça soulève la question de l'accès qu'on a à la formation pour la prise de parole publique. D'ailleurs, je vais monter une initiative autour de ça. Je suis dans un projet où je vais monter une école en fait pour former les personnes à la prise de parole publique parce que je me rends compte, après quelques années d'expérience, que c'est le savoir le moins partagé en France. Et c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, c'est pas quelque chose d'inné. Ce sont des techniques, ce sont des manières d'habiter en fait l'espace et l'espace public en particulier qu'on doit recevoir en enseignement, mais malheureusement, qui ne nous sont pas enseignés dans le cursus scolaire classique.
Alors, puisqu'on parle justement de porter sa voix, puisqu'on parlait de prise de parole en public, avec Grace Lee, qui est d'origine asiatique, vous avez lancé un podcast, Kif Taras, que je recommande largement, et où vous abordez la question importante, et je sais que vous êtes très engagé aussi là-dessus, sur les questions raciales et comment est-ce qu'elles peuvent s'inscrire en fait au quotidien. Vous, à titre personnel, Rokhaya, comment est-ce que vous avez vécu peut-être des stéréotypes ou bien même oui, des problématiques liées à votre origine et comment est-ce que, si ça arrive toujours aujourd'hui, comment est-ce que vous y répondez? Alors, pour moi, il y a eu plusieurs phénomènes déclencheurs dans la prise de conscience du racisme. J'ai eu la chance d'en être relativement bien protégée étant jeune parce que j'ai grandi dans le nord-est de Paris, que j'ai vécu mon adolescence en banlieue, donc dans un environnement où finalement ma couleur de peau n'était pas une caractéristique qui me singularisait par rapport à d'autres personnes. Mais une fois arrivée à la fin de mes études, dans l'entrée à la vie active, j'étais exposée à des questions que je ne me posais pas. Et donc j'ai fait face à beaucoup de doutes par rapport à mon identité et par rapport à quelque chose qui n'avait jamais posé question pour moi quant au fait que j'étais française. Et donc c'est dans ce moment-là où en fait j'ai senti que je n'étais pas regardée d'une manière identique à ce que je percevais de moi-même, que j'ai commencé à m'interroger sur le pourquoi. Donc finalement assez tard. Assez tard. Et dans quelles études est-ce que c'est intervenu? J'ai fait des études de droit et je suis passée par Assas. Oui, moi aussi. Voilà, donc voilà, et c'était il y a très longtemps, donc il y a une vingtaine d'années, donc à une époque où on était vraiment très 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 peu nombreux. Puis après j'ai fait une petite école de commerce et puis après dans mon environnement professionnel, j'étais souvent la seule personne noire ou non blanche et donc j'exposais je concentrais une attention qui était pour moi démesurée et puis des questions que je trouvais déplacées. Puis après il y a l'actualité aussi, la couverture de certains phénomènes qui m'ont vraiment perturbée, qui m'ont donné envie d'interroger ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, j'étais plus sensible à la question du féminisme qui s'est imposée à moi de manière plus évidente qu'à celle de l'antiracisme parce que finalement, en étant une bonne élève, une jeune femme assez calme, je passais bien et souvent par rapport aux garçons, les filles passent bien, l'air de rien, on rentre en boîte, on n'est jamais contrôlé par les policiers, donc on n'est pas exposé en fait aussi jeunes aux mêmes formes de racisme. Et on est même plutôt encouragés parce qu'on est souvent les jeunes femmes dont les parents sont immigrés sont perçues comme les éléments encouragés de la famille et parfois même à se séparer des hommes de leur famille. Donc c'est vrai que moi, voilà, mes profs m'aimaient bien me donner des livres. Donc c'était plutôt voilà, petite fille modèle. J'imagine que sur la question du racisme, il y a l'actualité internationale avec le mouvement notamment Black Lives Matter, mais ce qui arrive encore au quotidien, qui a fait peut-être accélérer encore plus cette prise de conscience. Tout à fait. Et pour répondre à votre question par rapport à comment ça s'exprimer aujourd'hui, je pense que dans une partie des réactions un petit peu disproportionnées qu'il peut y avoir à mon égard dans mes prises de parole, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de cela. C'est-à-dire que d'être finalement une des seules femmes noires qui soit régulièrement présente dans l'espace public français, déjà c'est absolument pas normal parce que nous sommes quand même quelques millions en France. Et puis d'être en plus une femme qui prend la parole contre le racisme, contre le sexisme, nécessairement, déjà en tant que femme, ça focalise une attention et des réactions forte. Et en plus d'être noire, moi souvent, en fait, ce que j'entends le plus souvent comme critique, c'est elle a qu'à rentrer chez elle si elle n'est pas contente, si elle n'est pas satisfaite de la... Voilà, et ça veut dire énormément de choses. Et moi, j'ai même des consoeurs, je pense à une femme qui est éditorialiste sur des plateaux, qui a dit à une autre consoeur que... donc je la cite, elle a dit Rokhaya Diallo écrit beaucoup dans la presse américaine, elle nous critique. Et je me dis mais c'est qui nous? Elle faisait une dissociation entre la France et moi en fait. Comme si en fait je parlais depuis l'extérieur, que quand je parlais de la France à l'étranger, je ne parlais pas de mon pays. Mais je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Oui, voilà, je pense que c'est son inconscient qui a parlé, qu'il y a énormément de gens qui perçoivent mes critiques comme la critique d'une personne qui ne devrait pas être autorisée à critiquer un pays dont on considère que finalement c'est pas le sien. Comment vous arrivez, Rokhaya, à absorber ce type de... C'est une forme de violence, moi, je trouve, quelque part. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui, avec le recul quand même que vous avez? Vous creusez ces questions-là, vous avez effectivement une liberté de ton et puis un discours qui, je trouve, est parfois fait débat, mais qui en réalité est plus mesuré qu'il n'y paraît, plus nuancé, on va dire. Comment vous l'absorbez, comment vous le vivez aujourd'hui, ça? J'ai la chance de pouvoir évoluer dans différents espaces. Vous avez évoqué le podcast Kif Taras que j'ai créé avec Grace Lee. C'est un espace qu'on a construit, qui nous appartient, dans lequel on pose les questions sur les problématiques raciales en France selon nos propres termes. Et on le fait dans une ambiance à la fois intimiste et amicale, ce qui correspond à notre personnalité et
c'est souvent environné, en tout cas entouré de beaucoup de rires, même si les questions débattues et discutées sont sérieuses. Oui. Donc moi, d'avoir ces espaces-là, l'espace de la création documentaire, ça me permet en fait de générer des équilibres entre ce qui peut être très très en tension et ce qui peut être beaucoup plus de l'ordre de la liberté artistique pour moi. Vous parliez justement des documentaires, pour n'en citer qu'un, parce que vous en avez fait plusieurs. Vous avez écrit un documentaire sur les fesses des femmes qui s'appelle Beautiful. Ouais, c'est un jeu de mots. Et qui tente de répondre à cette question qui est intéressante, c'est est-ce que l'hypersexualisation permet vraiment l'émancipation? Alors, on invite bien sûr les téléspectateurs et téléspectatrices à les regarder, mais finalement la réponse c'est plutôt oui ou non. Alors effectivement, le documentaire est toujours disponible sur la plateforme de France TV /. Ouais. Et l'idée, c'était pas de proposer une réponse tranchée, mais vraiment d'interroger cette évolution du regard sur le corps féminin, sur le fait qu'aujourd'hui, les fesses sont considérées comme un élément de beauté, alors que ce n'est pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans, surtout les grosses fesses en fait. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Avant, il fallait avoir des fesses assez menues, des hanches étroites. Aujourd'hui, on est vraiment dans la fesse ronde, voluptueuse qu'on montre. Et on peut se poser la question, est-ce que ça permet à différents corps finalement d'exister dans la sphère publique et à des corps plus plantureux, ou est-ce que finalement cette silhouette qui consiste à avoir des grosses fesses, un ventre plat, des épaules étroites et donc qui finalement est assez improbable, ça existe mais sur très très peu de femmes de manière naturelle. Donc est-ce que finalement ça ne conforte pas les femmes dans des injonctions paradoxales qui les poussent en fait à... Oui, sous couvert body positive, en réalité c'est peut-être plus pernicieux que ça. Exactement, donc à avoir un corps qui ne soit pas atteignable. Donc finalement, le propos du film, c'est de dire que notre corps, en fait, il n'est pas là pour être beau. Il est là pour fonctionner avec nous et pour nous aider, pour nous accompagner toute notre vie. Donc, c'est pas seulement le support du regard des autres et d'un esthétisme qui sera évalué par d'autres personnes que nous-mêmes. Oui, la vraie question finalement elle est là, parce que c'est vrai qu'on lui prête beaucoup plus de rôle que à celui des hommes. Et absolument. En fait, en réalité, d'ailleurs, les fesses des hommes, c'est absolument pas un débat. C'est pas un sujet. À part quand on voit des fesses d'hommes qui sont montrées dans l'espace public, c'est souvent à destination d'autres hommes. Donc, dans le cadre de désirs homosexuels. Oui. Mais en fait, jamais les fesses des hommes en fait, ne font l'objet d'une attention particulière, d'une évaluation en fait, sociale. Effectivement. Alors en 2021, le média Politico vous classe parmi les 28 personnalités européennes les plus puissantes d'Europe dans la catégorie disrupteurs. Quelles sont les principales disruptions qui sont, selon vous, en marche pour les femmes particulièrement ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que les femmes sont parvenues à faire, c'est vraiment... d'imposer le débat sur les violences, en fait, notamment les violences sexistes, les violences sexuelles, au centre du débat. C'est-à-dire que sur la dernière décennie, il y a eu énormément de faits, d'actualités qui ont porté au centre de la scène médiatique des femmes comme la comédienne Adèle Haenel, comme la gymnaste Sarah Abitbol, ou comme Vanessa Springora, donc, qui a été victime de Gabriel Matzneff. Qui a fait raconter un livre qui est magnifique, ou encore Camille Kouchner qui parle de son frère. Donc ces questions en fait de violences faites aux femmes, mais aussi aux personnes jeunes qui peuvent être des hommes, puisque c'est le cas du frère de Camille Kouchner. Et donc je trouve qu'elles sont parvenues, au palier du fait de faire entendre sa voix, à faire entendre leur voix sur des problématiques en fait qu'on considérait comme relevant de la sphère privée et donc n'ayant pas vocation à être discutées publiquement et à faire face à des conséquences. Et aujourd'hui, je trouve que c'est hyper fort de voir que ça surgit partout dans tous les domaines. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui parlait du MeToo animation, mais dans le domaine de l'animation, des colonies de vacances notamment, et comment en fait des très jeunes adolescents ou enfants peuvent être exposés à des violences dans des contextes où en fait ils sont particulièrement vulnérables. Donc je trouve que les femmes ont vraiment réussi ce tour de force qui est de donner du sérieux de rendre sérieuses en fait des problématiques qui étaient considérées comme secondaires et n'appartenant qu'à la sphère domestique. Intime, complètement. Absolument. Alors, vous avez aussi écrit un livre en 2019 qui s'appelle « Ne reste pas à ta place » aux éditions Marabout, qui est une invitation à la connaissance et à l'estime de soi. Quel message est-ce que vous avez voulu porter, vous justement, qui êtes issu d'une famille musulmane, dans un quartier populaire, et aujourd'hui qui évoluez plutôt dans un milieu de classe moyenne supérieure et intellectuelle? Qu'est-ce que c'était le message que vous souhaitiez passer avec cette proposition? J'ai pas envie de dire cette injonction, parce que c'est pas une injonction, mais justement cet encouragement
à ne pas rester à sa place. Oui, effectivement, c'est important de dire que c'est pas une injonction et c'est pas un ouvrage qui va placer la responsabilité de chaque individu dans sa trajectoire, parce qu'on vit dans un monde où en fait on est sujet à différents mouvements qui ne sont pas de notre fait, parce que malheureusement le monde est tel qu'il est avec toutes ces injustices. Toutefois, le sous-titre de mon livre est Comment arriver là où personne ne vous attendait. Oui. Et c'est parce qu'effectivement je suis née dans une famille sénégalaise et gambienne du nord, dans le nord. Enfin, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, dans une famille relativement modeste, et finalement je suis aujourd'hui à une place où sont finalement très très peu de Français et de Françaises, et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prédire à ma naissance. Donc moi, ce que je voulais expliquer, c'est que ça, évidemment, je ne l'ai pas fait seule. Je pense qu'on ne se fait jamais seul et qu'il y a plein de facteurs qui jouent, les rencontres que l'on fait, la chance que l'on peut avoir, les opportunités qui peuvent se présenter. Et puis surtout, je voulais expliquer quels enseignements j'ai tirés de tout ce que j'ai vécu, que ce soit positif ou négatif. Parce que je pense que en faisant, d'une certaine manière, en apportant au pot commun les apprentissages que l'on fait de la vie, on construit un bien collectif qui permet à chacun en fait, de piocher et d'avancer. Et donc moi, je voulais, ça faisait 10 ans en fait que j'étais dans la sphère publique, que je venais d'avoir 40 ans, et je me disais, bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de réfléchir aussi à passer un petit peu le relais et à permettre à des personnes plus jeunes que moi, peut-être d'aller plus vite en n'étant pas confrontées aux mêmes embûches que moi, parce que moi, je me suis trompée, j'ai trébuché, je suis tombée, je me suis relevée, mais ça n'a pas été facile, et je me dis que pour des jeunes femmes, peut-être qu'il serait utile de savoir quel piège éviter aussi. Qu'est-ce que vous, particulièrement, vous auriez aimé savoir avant ? J'aurais bien aimé savoir... c'est une très très bonne question. Déjà, pour commencer, je ne pense pas que je ferais différemment tout ce que j'ai fait. Parce que je pense que j'ai quand même appris énormément de choses qui me constituent aujourd'hui et qui font la personne que je suis. Oui. Et ça fait partie de moi et ça fait partie de la matière dans laquelle je puisse pour construire mes projets, etc. Non, j'aurais bien aimé anticiper le sentiment de solitude qu'on peut éprouver en fait quand on est notamment attaqué. Moi, je sais que même quand on est très entouré, quand on vit du cyberharcèlement et quand on se retrouve avec son nom en top tweet France de la journée, ça veut dire qu'on est le sujet le plus discuté sur Twitter de la journée. C'est un sentiment qu'on ne peut pas partager en fait. On peut partager avec très très peu de personnes, parce que même si les gens sont très solidaires, très empathiques avec vous, c'est impossible en fait de se rendre compte de ce que ça signifie en fait de devenir un sujet de projection. Et ça c'est je pense que j'aurais bien aimé savoir à quel point on pouvait à des moments se retrouver dans une situation tellement unique et tellement singulière que finalement, on n'avait pas toujours la possibilité même de verbaliser ce qu'on vivait. Et encore aujourd'hui, je vous en parle, mais c'est vrai que c'est très unique. C'est qu'à la fois, je me dis, je vis quelque chose d'incroyable que très peu de personnes vivent, mais j'ai pas les mots, en fait, pour... Et j'ai des amis qui, par la suite, ont été exposés à des phénomènes de cyberharcèlement ou de polémique. Et effectivement, quand on se parle maintenant, comme on dit, on se sait. Oui. Mais c'est... Ouais. Mais a posteriori. Exactement. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez dit, on ne se fait pas seul. Et en même temps, là, quelque part, dans la difficulté, en tous les cas, sur ce type de cas, il y a quand même un sentiment de solitude qui est important, parce qu'il se vit de manière tellement intime et c'est tellement... Exactement, c'est-à-dire qu'on est très soutenu, vraiment, et accompagné, et en même temps, on vit un sentiment qu'on ne peut pas formuler verbalement. C'est très, très compliqué, parce que ça correspond à quelque chose de... En fait, on est surexposé à des milliers de personnes qui, tout d'un coup, se mettent à parler de vous. Et comme vous dites, ce sont des projections. Exactement, Ouais. donc ils parlent de vous sans vraiment parler de vous, mais c'est quand même votre nom. Ouais. Donc, et en même temps, pour l'entourage, on n'a pas envie d'être en boucle sur soi toute la journée, toute la soirée, etc. Donc l'entourage essaie de nous sortir de cette boucle, mais on continue à avoir les mentions, puis voilà, donc c'est très compliqué, et voilà. Et après, la solitude, parfois, elle existe sur tout simplement les plateaux de débat, c'est-à-dire que on va développer un argument sur un sujet qui nous semble évident, et tout à coup, on va voir dans le regard des autres que ce n'est pas du tout le cas, et qu'on défend quelque chose de manière très solitaire face à des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'on raconte. Et ça, c'est vraiment particulier. Parce qu'en fait, on ne mesure pas la distance sociale qu'il peut y avoir entre soi et d'autres, parce qu'on n'a pas du tout la même expérience du même pays. On a tous des biais en plus. Absolument, absolument. Donc ça, c'est aussi quelque chose de particulier à vivre. Oui, c'est intéressant. Par rapport à ce sous-titre de votre livre, vous êtes là où on ne vous attendait pas, la notion quand même de confiance en soi, qui revient souvent chez les femmes. Quels sont selon vous les fondamentaux, où avec le recul vous vous dites voilà, ça vient nourrir
la confiance en soi? Est-ce que c'est un acquis? Est-ce que c'est un capital qui se construit, qui peut finalement se développer? Parce qu'on dit souvent j'ai ou j'ai pas confiance en moi. Mais ça se construit, ça s'acquiert, évidemment. Je pense que j'ai eu cette chance de vivre dans une famille assez stable, assez fière de sa culture, donc avec moi un sentiment d'ancrage très très fort et de légitimité, à la fois dans la culture de mes parents, mais aussi dans ma propre culture, qui est un peu différente, puisque moi je suis née en France. Donc voilà, ce sentiment d'appartenir à une lignée avec une assise, ça joue évidemment. On va dans la vie en se disant, on a tous les ancêtres derrière soi. J'ai aussi une foi religieuse, et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France. Absolument. Mais c'est très important pour moi. Et je veux dire, c'est une foi. Moi, je suis musulmane, donc vous l'avez dit. Nous, on nous apprend beaucoup le partage. Le partage, la communauté, le sens de la communauté, mais le sens de la famille. Oui. Le partage, le fait de se soutenir les uns les autres. Et c'est vrai que pour moi, le sens de la communauté, c'est pas uniquement la communauté religieuse, parce que nous, par exemple, quand on fait des célébrations religieuses, on invite des gens qui ne sont pas nécessairement des personnes qui partagent nos convictions. Mais il y a ce sens de la communauté, parce que ce sont quand même des gens qui appartiennent à notre famille au sens large. Et bien tout ça, ça joue énormément. De transmettre, de faire partager tout ça. Bien sûr. Et je trouve que ce que vous dites, on parlait de la prise de parole, mais le poids des mots, vous le savez mieux que moi, est extrêmement important. Est-ce que, et je vous pose la question parce que vous êtes très engagée contre le racisme, est-ce que quand vous dites, en tant que femme noire en France, je suis musulmane, est-ce qu'à chaque fois que vous le dites, c'est quelque part le fait de le dire? Est-ce que c'est facile de le dire dans le paysage français et est-ce que c'est un acte militant en tant que tel? Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas toujours dit. Je l'ai dit à un moment où j'ai senti que c'était important parce que ce qui se disait des musulmans était si caricatural que j'ai ressenti le besoin d'investir aussi cet aspect de mon identité pour montrer sa pluralité. Nous sommes des millions avec des convictions diverses sur plein de sujets, sur le sexisme, sur les questions des LGBTQIA-phobie. Je veux dire, chez les musulmans, il y a des conservateurs, il y a des libéraux, des progressistes, des femmes, des hommes, des personnes queer. Donc il y a des personnes qui pensent l'interprétation des textes avec leur propre sensibilité. Donc je pense que c'est important de montrer que les musulmans, ils ressemblent aussi à toutes sortes de Français et de Françaises. Rokhaya, je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence entre vous et moi. Rokhaya, qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'être féministe en 2022, en quelques mots? Ça veut dire considérer le monde qui nous entoure et continuer à œuvrer pour permettre à la question du genre de ne plus peser dans nos destinées. Et donc permettre à chacun, à chacune de s'émanciper de ces pesanteurs et aussi à la société de cesser d'enfermer les gens et d'opprimer justement les personnes en fonction de leur genre réel ou supposé. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez? Je lui dirais, tu ne sais pas ce dont tu es capable, mais crois en toi et crois vraiment à des choses que tu ne peux pas imaginer. Et votre mère, qui a été un rôle modèle, elle est ou elle serait fière de vous? Oui, elle l'est, et en même temps elle reste très critique. Donc ma mère, c'est ma première spectatrice, mais aussi la première personne qui systématiquement m'envoie ses retours qui sont plus ou moins encourageants, mais voilà, des retours maternels assez francs. Qu'est-ce qui vous met encore en colère aujourd'hui? Le sentiment, l'injustice en fait, et l'indifférence par rapport à cette injustice. Vraiment de voir qu'il y a tant de personnes qui sont exposées à des souffrances par rapport à ces injustices et finalement de se rendre compte qu'on s'en accommode. Ouais. Quelle est aujourd'hui votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est la perte des miens. J'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années. Je pense que ça reste un traumatisme avec lequel on continue à vivre, on s'en accommode, mais on n'en guérit jamais. Donc une fois qu'on a vécu ce type de deuil, on se rend compte à quel point la vie est fragile. Et donc ça, effectivement, ça nous rend beaucoup plus attentifs. Est-ce qu'il y a une citation ou quelques mots qui vous inspirent ou qui vous suivent, on va dire, régulièrement? Alors, c'est la citation que je cite tout le temps, et d'ailleurs que j'ai mis en exergue sur Ne reste pas à ta place. C'est une citation de Angela Davis, la philosophe et militante américaine, qui dit « Les murs renversés deviennent des ponts ». Et je trouve que c'est génial, parce que ça dit qu'il faut défoncer et en même temps créer des liens. J'adore, ça me fait penser à cette phrase de Coluche, vous la connaissez, avec les pierres et les ponts, qui dit « La vie met des pierres sur ton chemin, à toi de choisir si tu en fais des ponts ou des murs ». Mais je ne connaissais pas les ponts renversés, c'est très beau aussi, d'Angela Davis. On va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir suivi Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée exceptionnelle. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende. À bientôt.